Et bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour à toutes et à tous, en fait, bienvenue sur SFTV, votre référence Sim Racing au Québec pour cette 11e édition de la balado SFTV. Mon nom est Olivier Turcotte et à ma compagnie, j'ai mes acolytes habituels, dont un revenant, en fait, Eric Audrepoux, qui est de retour avec nous cette semaine, Pierre-Luc Dallaire et Luc Carbonneau, un autre revenant également, qui est de retour avec nous également cette semaine donc pour cette édition de la balado. Également, on a donc Jean-François Lavoie qui est avec nous de LM Productions. Salut Jean-François. Salut les gars. Ça va bien? Ah, ça va très bien et toi? Yes, super, merci. Donc voilà, on est donc en direct pour cette heure sur la chaîne sur SFTV. Rapidement, donc, le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec certaines nouvelles d'iRacing. Il y a eu des grosses choses qui ont été annoncées. Même pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait. Il y a une rumeur là, qui. Je pense qu'on a pris un peu iRacing par surprise, mais on va y revenir dans quelques instants. Et Luc, je pense que toi aussi, il y a un côté que tu veux parler. Il y a une annonce en particulier, je pense que tu adores beaucoup là, par rapport à iRacing, par rapport au, on va dire en anglais, le build de la version saison 4 2020. Euh, Ensuite, on va aller avec l'entrevue donc avec Jean-François Lavoie. Et pour terminer, donc un petit segment course réelle, donc Formule 1 NASCAR, pour bien conclure cette édition, cette semaine de la balado SFTV. On va commencer donc avec les nouvelles d'iRacing. Donc, beaucoup de nouvelles voitures qu'on attendait et je vais commencer avec la grosse bombe du jour qui a été échappée par Corvette. On sait pas comment c'est arrivé. iRacing, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout. Ils ont été surpris. La C8R qui rejoint iRacing à partir de septembre. Ben, écoutez, Wow! ça va faire une voiture de plus pour rouler en GT1. Hein. Déjà là, ça va être le bienvenu, surtout que la Aston Martin et la C7 la Corvette commence à être un petit peu désuet pour courir dans cette série-là. Mais au moins, ça va faire du bien, ça apporte du rafraîchissement. Puis en plus, je sais pas, là, je lance pas de tête une boulette, mais je pense que la C8 pourrait aussi courir dans la série IMSA, à moins que je me trompe. Oui. Donc, on va faire deux pierres d'un coup. Au niveau des propriétaires de iRacing et du consortium, c'est-à-dire qu'on modélise une voiture, mais on va être en mesure de la faire rouler dans plus d'une série. Et ce que j'adore de tout ça, messieurs, c'est surtout, je pense qu'iRacing réussit bien à faire plaisir à tout le monde. On a vu beaucoup de mises à jour, ou du moins une belle vague de mises à jour de terre battue quand que cette portion-là était nouvelle, avait besoin de nouveaux contenus. Le NASCAR, de façon générale, a toujours les voitures, je vais dire, dans l'année même. On n'est jamais vraiment longtemps en retard de ce côté-là. Il y a quelques mises à jour de pistes qui prennent un peu plus de temps que d'autres. Mais en général, iRacing Dans le make. réussit à bien servir tout le monde dans sa palette. Les gens de routier vont avoir cette voiture-là. Il y a le nouveau prototype LMP2 qui s'en vient, qu'on va discuter également. Et qu'est-ce que ça fait tout ça aussi? C'est que ça fait qu'il y a des morceaux de contenu qui deviennent gratuits. La Jetta, Volkswagen Jetta va être maintenant gratuite. La UMP modifiée de terre battue va être gratuite. La Corvette DP va descendre à 2,95. Même chose pour la HPD LMP2. Et il y a 5 pistes qui vont être gratuites à travers tout ça. Donc, iRacing font un bon travail pour faire plaisir à tout le monde et en même temps, élargissent leur offre avec plus de contenu gratuit. C'est du gagnant-gagnant. Est-ce qu'on sait les 5 pistes qui vont tomber gratuites? Oui, Oui. on parle de Oran Park, Alton Park, Langley, qui est un petit ovale. Je ne vais pas me mouiller pour la distance, je ne m'en souviens pas par cœur, malheureusement. Southern National, également un short track ovale. Et Lima Land, qui était sinon, la terre de développement de la terre battue du côté de la racing. Ça a été leur piste où est-ce qu'ils ont fait le plus gros nombre d'essais là, pour programmer tout ça, si je peux le dire ainsi. Elle devient gratuite, donc à partir de la mise à jour du mois de septembre. Oui, et messieurs, j'ai l'information exacte devant moi, c'est de Greg West, donc à 1h26 ou 13h26 aujourd'hui, heure de l'Est, que ça a été posté donc sur les forums. En IMSA et en ILMS, donc je dirais pas en ILMS, En 24 heures d'endurance. en 24 heures d'endurance ou même juste en iRacing Le Mans Series. Je dirais pas, comme je dis, LMS parce qu'apparemment c'est Late Model Series, on n'embarquera pas là-dedans. Donc, par contre, du côté de la GTE, la Corvette remplace la Ford. Donc la Oh. Ford GT n'est plus pour ce qui est d'iRacing. Oh! Par contre, non, en fait, je m'excuse, c'est à moitié vrai. En ILSA, on remplace la Ford. En GTE, en ILMS et en ILMS, on remplace la BMW, la Big Boy.
La Ford What? GT3 ne reste pas? La Ford GTE. Elle ne reste pas en IMSA, mais elle reste par contre dans la série Le Mans. Où c'est la BMW, la Puis, Big Boy, puis qui tu s'en va. sors, puis tu sors la BMW qui a fait un tabac puis que tout le monde a acheté. Il y a une Oh, raison pourquoi, par contre, Luc, oh. et je m'explique. Oui, elle est populaire. Je veux dire, c'est un de mes véhicules préférés, une de mes voitures préférées dans le jeu, là. Par contre, le problème qu'on a, c'est que BMW ont quitté cette série, le WEC, cette année. Ah. Donc, c'est pour ça justement qu'ils ne sont plus là. Par contre, ils ont décidé de rester un an de plus en IMSA. Donc, dans ce cas-là, ils ont décidé de il y avait la réalité où je crois qu'il n'y a pas de Ford, je ne dis pas de bêtises, ou oui, il reste une Ford, mais elle est moins compétitive versus les autres à cause de la balance of performance un peu bizarre là, appliquée en IMSA. Donc, voilà, on la met de ce côté-là. Et là, je veux arriver vers ce qui t'intéresse plus, je pense, Luc. Hein? Moi? Ouais, la LMP2. La Dallara P217, donc, qui va sortir également lors de cette mise à jour de Je sais pas de septembre. quoi tu parles. Oh, ouais, on se demande, hein. Oui. Je vais te laisser en discuter vu que tu sais pas de quoi on parle. Ben, merci beaucoup de me laisser les mains vides de même et avoir l'air d'un épais devant tout le monde. C'est vraiment apprécié, Je Olivier. sais que t'auras pas l'air d'un épais, c'est pour ça que ça me dérange pas. Le sarcasme est fort avec M. Carbonneau ce soir. Ah dans- ouais, écoute, ce soir, une chance qu'il n'y a pas de coupe de vin, ça sera encore pire sinon. Mais bon, la Dallara P2, donc autrement dit, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la HPD au garage, puis on amène la Dallara. C'est pas la seule qui est dans mon garage, j'en parle dans quelques instants. Vois-tu, pourquoi à chaque fois que je suis dans le balado, puis je m'en vais dire quelque chose de concret, faut que tu rajoutes avec une niaiserie. Ça, sérieusement, il va falloir Non, que tu expliques ça à quelqu'un à un moment Non, donné. c'est pas une niaiserie, tu Mais vas bref. comprendre, mais continue. Ah, ok. Bref, mais quoi qu'il en soit, c'est que la Dallara va donc, on revient un peu dans ce qu'on voit depuis les 3-4 dernières années au niveau des 24 heures du Mans dans le WEC. C'est-à-dire qu'une prototype 2 qui est vraiment en habitacle fermé. Ça, je pense que ça va faire l'affaire de tout le monde, même si certains vont avoir une crainte au niveau de la visibilité qui va être réduite un peu comparativement à qu'est-ce qu'on peut avoir présentement, qu'on avait plutôt présentement avec la HPD. Alors, il y a une crainte à ce niveau-là. Toutefois, je pense que ça va être vraiment bien apprécié. Ça va demander une période d'acclimatation. Puis, tout ça, je pense qu'on va se le dire, c'était attendu depuis une année, pour ne pas dire plusieurs années à ce niveau-là. La majorité des pilotes d'endurance la réclamaient fortement. On sait quand même qu'il y a beaucoup de popularité, encore une fois, avec la LMP1. Mais là, de voir la LMP2 / DPI qui s'en vient, ça va être c'est grandement attendu parce qu'on s'entend que courir avec la C7 ou encore la Riley, comme c'était le cas encore il y a une certaine période, de pouvoir courir enfin avec une DPI, chose qui est le cas présentement avec IMSA depuis 3 saisons, si je ne me trompe pas. Ça va faire du bien, ça va rapprocher au niveau du réalisme. Puis là, en parlant de réalisme, il va juste falloir qu'on complète Long Beach à ce niveau-là. Ben, Et Luc, ça je s'en vois vient. deux avantages à ça. Je vais y aller rapidement, Olivier. Oh, vas-y. On vient boucher un trou, si je peux le dire ainsi, Ouais. que la HPD ne réussissait pas à remplir de façon concrète. L'écart entre les LMP1, les Porsche et Audi de ce monde, versus les GT1, qui étaient les meilleures voitures de GT disponibles, était quand même large. De venir placer cette Dallara-là à cet endroit-là, je pense, va aider les courses d'endurance à avoir des grilles un peu plus variées, d'avoir des grilles de bonne performance, mais en même temps, de permettre aussi de choisir une voiture qui est moins difficile à gérer que les voitures hybrides, les LMP1, qui sont, à mes yeux, là, des casse-têtes sur 4 roues avec toutes les performances hybrides à gérer au fil d'une course d'endurance. Donc, je pense que ça va amener un bel aspect aux événements d'endurance. Ça va regarnir un créneau qui, du côté d'iRacing, commence à être dû d'être regarni. Et pour y aller vers ton point, tu parlais de visibilité. J'ai un mot à 4 lettres à dire aux sceptiques, et c'est le mot halo. Lorsqu'on a proposé le halo en Ouais, Formule 1, effectivement. qu'est-ce qu'on avait comme crainte? C'était la visibilité. Je pense que quand Charles Leclerc a manqué proche d'avoir une roue près du visage, on a compris le principe d'avoir un canopy fermé ou d'avoir une protection. Donc, je ne pense pas que de ce côté-là, ces craintes-là vont être fondées ou qu'elles vont mener à des changements majeurs. Je pense que le cockpit fermé est là pour rester dans les prototypes. Puis surtout, ce qui va faire du bien également avec cette prototype-là, c'est que, tu sais, on parlait tout le temps d'un manque d'intérêt, par exemple, en IMSA.
moi, personnellement, je suis le genre de gars qui aime courir dans la série pour le nom de la série, non pas nécessairement en fonction de la voiture. Même si on s'entend que parfois les épreuves dans IMSA qui sont proposées par iRacing sont, à mon avis, beaucoup trop courtes, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais là, de voir enfin qu'il va y avoir beaucoup plus de monde, non seulement euh, dans la série Le Mans en LMP2, mais également qu'il va y avoir beaucoup plus d'inscriptions dans le IMSA, parce que la majorité des pilotes qui couraient déjà en prototype 2, on s'entend que quand tu passes d'une HPD à une C7, disons que ça te demande une bonne période d'acclimatation pour la même semaine. Là, à ce moment-là, le pilote va connaître les bases de sa voiture, qui va être en mesure plus facilement de passer de la série Le Mans pour le passer ensuite à la série d'IMSA. Ça, je pense honnêtement, ça va être un gros plus. Puis, de toute façon, ça concorde avec le fait qu'on attendait justement au niveau des 24 heures du Mans et au niveau du WEC d'avoir les accréditations, le mix là, qu'on attendait depuis des années, à voir que les voitures d'IMSA de prototypes d'IMSA pourraient courir, par exemple, aux 24 heures du Mans au championnat d'endurance. Ça va être chose faite, puis c'est bienvenu. Oui, et donc c'est l'autre partie que je mentionnais justement pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris. Oui, on l'utilise donc cette LMP2 qui va sortir va être utilisée autant en IMSA qu'en la série Le Mans. Ça a été officialisé aujourd'hui. Donc, une très grosse nouvelle de ce côté-là. Et comme tu le disais, Luc, eh bien, que rajouter de plus, les pilotes vont savoir comment la conduire et on n'aura pas une division du côté des prototypes qui, malheureusement, LMP1, on a quand même un certain niveau, un niveau assez régulier de participants. C'est sûr que c'est le GTA qui rassemble le plus au niveau de la série Le Mans, ce qui est un peu normal considérant la situation. Mais la HPD, vraiment, on avait personne qui conduisait. Et du côté de la C7, c'était encore pire. On avait des gens qui la conduisaient. Oui, Luc, je sais que toi tu la conduis. Malheureusement, vous avez de la difficulté à avoir plus qu'une split en LMP2, ce qui est pas normal. Honnêtement, c'est aucunement normal. Effectivement. Pour le type de voiture que c'est pas normal. Donc, là, on va réussir probablement à l'avoir. Et la C7, c'est encore pire. Malheureusement, ce qui arrive avec la C7, et ça, c'est le genre d'affaire que je trouve un peu dommage avec iRacing. Malheureusement, à cause du système où on laisse tout le monde conduire la voiture qu'on veut, eh bien, on a juste à avoir le safety rating nécessaire ou la cote de sécurité nécessaire. Et on va conduire du C7 alors qu'on a 1200 d'iRating. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ça marche pas, là. Donc, malheureusement, c'est souvent des pilotes qui avaient pas beaucoup d'expérience, pas très rapides, qui conduisaient ça, ce qui faisait qu'ils venaient nuire en plus au GTA en arrière, parce qu'une voiture qui est extrêmement compliquée à conduire, malgré le fait qu'elle peut être super simple. Donc, ça va réfléchir. La question que je me pose, c'est est-ce que iRacing va faire en sorte, va laisser la licence C pour la IMSA puis la licence B? Parce que là, d'un autre côté, tu peux pas piloter la voiture si tu n'as pas nécessairement le bon niveau de sécurité pour la piloter dans disons, la plus haute. Si tu veux mon avis là-dessus, Luc, je crois que les LMP1 là, vont devenir la Formule 1, littéralement, la classe A en routier d'endurance. Tu vas pouvoir placer la LMP2 en classe B et quel serait peut-être un petit prototype, je pense à une Riley ou à la Radicale, qui pourrait être une voiture de classe C pour introduire les nouveaux arrivants à des voitures de prototype à haut appui aérodynamique avec des bonnes vitesses, des voitures légères, des voitures qui deviennent très capricieuses et qui sont très sensibles au réglage. Et surtout des voitures qu'il faut tenir la route pendant des 60, 120, 180 minutes, des longs relais. Donc, je pense qu'en regarnissant la grille comme ça, certes, on peut rentrer dans le dossier des systèmes de licence d'iRacing, mais ça, je pense qu'on peut se le garder pour un autre sujet. Avec ton raisonnement, tu es en train de me dire que l'IMSA passerait de C à B? Non, en fait, ça, ce serait l'idéal. Parce parce qu'on s'entend que tu peux pas. Tu sais, c'est un peu niaiseux, excusez-moi le terme, là, mais excusez-moi si je vexe quelqu'un, mais c'est vraiment cave que tu puisses que la LMP2, en théorie, est pour le safety rating B ou la licence B, puis tu vas être capable de la chauffer C aussi dans l'IMSA parce que c'est la plus grande catégorie. Il y a comme quelque chose qu'on n'est pas capable de balancer. Là. En fait, l'IMSA est un peu une façon d'emmener le monde vers l'endurance plus tard. Je m'explique, c'est qu'en fait, si on regarde même au niveau international, l'IMSA est toujours une petite affaire en dessous du WEC par rapport au niveau de performance, compétition et autres. Même si serait serré
en IMSA, là. Mais il reste que. Il y a toujours c'est une petite affaire de moi. Et pourquoi GT3 ou GTD à la place du GTE AM? Donc, qui est un peu le même principe. C'est une classe Pro-Am où on va prendre des voitures qui sont un petit peu moins bonnes ou plutôt qu'on va castrer dans le fait parce que les GT3 sont un petit peu plus rapides en termes de vitesse de pointe et un petit peu plus fort au niveau du moteur normalement qu'une GTD ou une GTE ou une GTLM. Normalement du moins. Alors que du côté du WEC, eh bien, ou du côté de d'ILMS, eh bien, on va avoir les P1. Donc, de cette façon-là, eh bien, justement, quelqu'un qui va conduire la P2 en étant une classe C, eh bien, on peut déjà s'habituer, on est la classe supérieure. Ok, on a 1800, 1900 de rating, on peut déjà le faire. C'est juste qu'on n'a pas le safety rating nécessaire pour y aller. Mais on va chercher le safety rating et on est capable après ça de monter en B. Et là, on a déjà la LMP2. Pourquoi ne pas continuer? Même principe pour le GTD aussi. Là. GTE, je me mélange toujours. Même principe pour le GTE. Ça reste la même façon de procéder au final. Donc, d'après moi, pour ça, iRacing n'erre pas tellement. Mais Luc, je pense que t'as un point contre ça. Non, j'ai pas de point contre ça. Moi, je pense qu'on a fait le tour sur l'avenue de la prototype 2 avec Dallara. Moi, c'est une autre nouveauté qui, à mon avis, avec la voiture qui a été lancée, c'est complètement inutile et c'est vraiment juste un move pour essayer d'aller chercher un petit peu de clientèle au niveau avec dans cette catégorie-là de licence A. Messieurs, vous me voyez venir gros comme une cible de 150 pieds. La McLaren MP430 avec les pneus tendres, médium et durs. Ouh, ça va me faire tellement triper d'aller avec cette voiture-là qui est inconduisible, même selon des pilotes professionnels qui courent actuellement en Formule 1. Good Là-dessus, move, iRacing. Good move. c'est tellement triste parce que la Formule 1, à mes yeux, écoute, moi et Pierre-Luc, on a rentré sur iRacing. Il est rentré un peu avant moi, c'est lui qui m'a fait rentrer. On est là depuis 2012. À mes yeux, le championnat du monde de routier, c'est de la Formule 1. Ça pouvait pas être autre chose. Lorsque la MP430 est sortie, on s'est dit, bon, on va avoir une Formule 1 moderne. On va avoir quelque chose qui va être un successeur, un worthy successor de la FW31, qui était, à mes yeux, une des plus belles voitures à conduire sur le service, même si c'est très difficile d'avoir un groupe de pilotes dédiés qui vont faire une saison dessus, puisque c'est une voiture qui est extrêmement difficile à manier. C'est une voiture de Formule 1. On ne peut pas mettre n'importe qui dans une Ah, Formule 1 c'est pour que ça se produise bien. La décision a été prise vu je vais dire l'échec qu'a été la MP430, autant en réel qu'en virtuel. On ne se le cachera pas que ça n'a pas été la voiture qui a gagné un championnat à McLaren. Ben oui, voyons donc, on Le championnat de GP2 oui. Engine. Ouais, c'est. Ah oui, c'est vrai. C'est le championnat qui a sorti Fernando Alonso de la Formule 1. Ah, wait, il est de retour. Mais ça a été triste parce que le championnat du monde a dérouté vers, je crois que c'est le GT qui a pris le dessus, Ouais. qui est une bonne chose. Je pense que le GT n'a pas été un mauvais spectacle. Mais à mes yeux, les meilleurs pilotes sur le service en circuit routier, je veux les voir dans une Formule 1. Je veux pas être prophète de malheur. Ben, Je veux pas être prophète Ouais. de malheur, mais iRacing, ils ont de la difficulté à sortir un tire modèle sans avoir de difficulté. Et là, ils vont nous en sortir 3 sur une même voiture. Ouf, bon point. Moi, je lance Mais ça Pierre-Luc, comme ça, mais c'est tout Pierre- un pari de leur part. Mais je t'en lance une autre. Si tu veux mettre de la pluie, il va falloir que tu sortes des pneus intermédiaires, des pneus de pluie. Tu n'auras pas le choix. Et là, vous me voyez venir un petit peu. Je pense que le move technique d'iRacing, d'avoir diverses gommes de pneumatiques, est un pas à l'avant vers d'avoir d'autres conditions comme des précipitations. Parce que ça va nous permettre d'avoir des pneus secs comme des pneus de pluie. Maintenant, on est encore à 1, 2, 5 soon années de voir ça. Mais il faut voir l'introduction Attends, de t'es en train de me dire qu'on est vraiment à 5 ans de voir des conditions J'ai dit variables 1, de 2 ou température. 5 ou soon. Je pense que la référence disait Soon, tout. S'il Là. te plaît, là. Hashtag Hey, ça soon. fait des années, depuis que je suis sur iRacing que je vais être capable de pouvoir faire un champion de l'enduro avec des conditions qui varient, là, s'il te plaît. Là. La terre battue est un pas vers ça. C'est une surface dynamique. Donc, je te cacherai pas, Luc.
il y a des pas à l'avant qui se font, mais est-ce qu'on a une date ou un objectif visé pour avoir ça? Non. Maintenant, pour revenir au sujet des 3 gommes de pneus, je pense que c'est un pas à l'avant technique pour le simulateur qui est intéressant. Si c'est bien fait, tant mieux. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est que ça s'applique sur une voiture qui est un peu la risée du simulateur depuis les 4 dernières années, depuis qu'elle est sur le service. Et le défaut dans tout ça, c'est que si on veut une Formule 1 moderne, à voir qu'est-ce qu'on a sur le marché en ce moment, ça va être de plus en plus difficile. Les 6 hybrides sont quelque chose aérodynamiquement, dans un sens où est-ce qu'elles évoluent tellement rapidement qu'à la seconde qu'iRacing va en scanner une, elle va être désuète. Remarquez que probablement que c'est une bonne affaire qu'il y ait 3 types de gommes différentes. Comme ça, si jamais il y a vraiment un problème en particulier avec une gomme, mais qu'eux, ils savent que le problème est de leur côté, ben, ils vont pouvoir le camoufler en disant « Ah, ben ce pneu-là n'est pas vraiment adéquat pour cette piste-là. Vous seriez peut-être mieux d'y aller avec les tendres au lieu d'aller avec les durs. Peut-être que ça va mieux aller. Ah, l'excuse Pirelli. » Ouais, Bien sûr, bien sûr. l'excuse Pirelli à Silverstone, on a tous vu ce que ça a fait dans les derniers tours. Hein? Get in there, Lewis. On est Tout à fait. en avance sur notre 3e sujet, messieurs. On vient Oui. de perdre Luc Carbonneau. Il est de retour. Oh, et le revoilà. Toujours vivant. Petit problème technique. Petite chose par contre en terminant, messieurs. Internet laisse à désirer. Ouais, mais on sait que c'est mieux que dans certains autres endroits, Luc. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. En terminant, est-ce qu'il y a des nouvelles au niveau de l'Oval, par contre, pour cette dernière mise à jour de l'année 2020? Je vais dire rapidement les pistes qui vont devenir gratuites. Il y a eu les mises à jour déjà faites là, pour le circuit routier de Daytona qui ont été, à mes yeux, un bon coup d'iRacing. Dès qu'on savait qu'on allait courser là, on a fait la mise à jour rapidement pour rajouter cette petite chicane. Le Roval, précédemment dans l'année, avait eu le même traitement. Donc, c'est sûr que du côté d'iRacing, il y a encore quelques pistes qui auraient besoin d'amour un petit peu. Je pense à, si je ne me trompe pas, Texas a été reprofilé. Il y a quelques tracés là, on pourrait voir apparaître. On vient d'avoir North Wellsboro et les voitures de 87. Je pense que du côté de Oval, on a eu notre nanane pour l'année. On n'a pas vraiment grand-chose d'autre à aller chercher. Ah, intéressant à voir comme ça. Donc à surveiller pour... Ça fait 2 ans que j'attends. Oui, Luc? Ça fait 2 ans que j'attends un anan en routier. Je peux-tu l'avoir, s'il vous plaît, pour une fois? Tu s'en viens, là. Et voilà, il s'en vient très bientôt, Luc. Donc, à surveiller pour les prochaines nouvelles d'iRacing à ce sujet-là. D'ailleurs, si vous vous demandiez, ceux qui aiment plutôt d'autres simulateurs, eh bien, c'est sûr que c'est des mises à jour au niveau des autres simulateurs, que ce soit Assetto Corsa Competition, même au niveau de Gran Turismo prochainement avec la PS5 qui sort. Il peut y avoir des nouvelles par rapport à un prochain Gran Turismo. Donc, on va en parler. Pas de problème, même chose pour R-Factor 2 si on vient qu'à couvrir cette simulation-là. Il n'y aura pas de problème. Par contre, on peut vous garantir une chose. Project Cars 3 ne sera pas traité ici. Ça, on vous le garantit. Donc, après cette aparté-là, eh bien voilà, c'est ce qui termine cette première partie de cette balado. Maintenant, eh bien, je vais plus laisser la parole à Eric et Pierre-Luc à ce sujet-là, mais on accueille donc, comme on dit en début de reportage, en début d'émission, Jean-François Lavoie pour donc la série NASCAR Cup Autodrome Chaudière-Vallée-Jonction. Et donc, messieurs, je vous laisse la parole. Ben, je vais prendre le lead là-dessus. Merci, Olivier. Tout d'abord, Jean-François, merci d'être parmi nous. Yes, merci à vous autres de m'accueillir. Merci. Au nom Oui. de toute l'équipe. Ça a été un beau petit périple qu'on a vécu dans les derniers mois d'accueillir, on peut dire, la série que tu nous présentes ou que tu nous amènes cet automne sur les ondes de SFTV. Ça va être notre premier reportage. On vous y invite d'ailleurs ce vendredi sur le coup de 21h pour la première épreuve, le 360 Nitro TV 125 du côté de Daytona pour lancer la saison. Jean-François, je te pose la question. C'est Oui. un projet évidemment qui date, on va dire, je vais supposer quelques années. Ça s'est construit, mais tu n'es pas le seul derrière ça. Là. Non, exactement. Ça s'est construit. Ça fait déjà c'est quasiment déjà la 3e année, dans le fond, dans le temps des fêtes qu'on va avoir commencé. Puis, non, j'ai la chance d'avoir des gars. On est une équipe de 4 qui est vraiment merveilleuse. Jean-François Pilote, Alex Guillon, puis Michael Lortie qui sont en arrière avec moi. Puis qui. Sérieux, c'est un travail colossal, puis qui demande beaucoup de rigueur. Il y a plein de points techniques qu'il faut analyser. Il faut vraiment bien débattre. Puis
faut que tout soit bien construit, puis présenter un projet, présenter des courses comme qu'on veut que ça soit en réel à une clientèle de monsieur tout le monde qui peut embarquer. Monsieur tout le monde, on s'entend qu'il y a des licences, là, mais c'est ça pour qu'on puisse avoir des vraies belles courses de NASCAR. On travaille depuis très longtemps, oui, effectivement. Donc, écoute, de ce que je peux voir de ton côté, parce qu'évidemment, ne veux pas, il y a une équipe derrière qui organise l'événement, mais Oui. tu vas participer aussi, évidemment, à ce championnat. Ouais. Ce que je veux en dire, en fait, c'est que si je ne me trompe pas, tu vas aligner trois écuries de 2 pilotes chaque. On parlait de moi et Eric d'ailleurs de la qualité vraiment du field qu'on va avoir cette année. Surtout, Eric connaît beaucoup de ces pilotes-là, puisqu'avec les années, il en a connu beaucoup. Il en a côtoyé beaucoup et il a frotté du métal aussi avec quelques de ces pilotes. Mais une véritable bombe qui est tombée dans les quartiers généraux de Lavoie Motorsport le 6 août exactement. Un certain Fred Moreau, Ouais. qui aurait été signé par Lavoie Motorsport. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ça, c'est un long cheminement, un long travail. J'ai connu Fred l'hiver passé, l'année passée un peu. Là, il venait d'un serveur puis tout, puis il était avec Demers, il est d'Etanet, dans le fond, Tory Racing pour le championnat, dans le fond. J'ai connu Fred entre-temps, puis tout, puis sérieusement, on a fait le fil des discussions. Écoute, on le sait tout, hein, Fred, c'est un fin préparateur. Mais j'ai découvert qu'il y avait un frère. Et là, je revenais pas. Quand j'ai connu Nicolas en plus, j'ai fait aïe, aïe, ok, parce que vous êtes deux. Là, ça a tout comme changé, chamboulé des choses, puis j'ai fait qu'on a pris un bon contact ensemble, les trois. Puis finalement, c'est ça. Fred a embarqué, puis Nicolas il suivait aussi, sauf que Nicolas, lui, à cause de son horaire du temps familial, petit bébé qui vient de venir au monde, tout, va plus il rentre dans l'équipe à titre de crew chief. Fait qu'on a un gars qui nous aide à apprendre à connaître encore mieux, à développer la voiture dans la voie motorsport. Puis c'est une belle acquisition, disons, parce que au niveau road, on a déjà David Sirois qui est un fin bon préparateur, un fin bon pilote, tout. Puis un grand connaisseur, tu sais. Puis là, d'acquérir les deux frères Moreau, écoute, là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ils nous expliquent des choses. Écoute, c'est merveilleux. Puis depuis le 6 août, justement, on est sur un petit nuage, disons. On prend rien pour acquis non plus que, tu sais, c'est pas un championnat de gagner d'avance parce qu'il y a quand même des très bons pilotes qui s'emmènent. On parle de Bergeron, J.R. Morin. Là, j'ai pas la liste devant moi, mais il y en a quelques-uns. Il y en a un nouveau, Jonathan de Tronavasca, je ne sais pas trop son nom exactement, il est dur un peu à prononcer, mais ça va être des pilotes très compétitifs, tout, fait qu'il va y avoir un bon fil. Puis pour revenir à ta première, oui, la Voie Motorsport en ligne 3, dans le fond, la Voie Motorsport a 6 gars dans cette division ovale. Mais on sépare le championnat en par équipe par deux parce que c'est plus facile pour LM Production de faire la comptabilité des points puis ces choses-là, puis c'est moins mélangeant. Puis, effectivement, c'est moins mélangeant. Ouais, je n'en doute même pas. C'est pour ça qu'on a fait ça de même. C'est bien correct. Puis juste pour donner un petit aperçu là, pour ceux qui nous écoutent actuellement, on parle vraiment de statistiques officielles seulement sur iRacing. Je ne compte pas les victoires que Eric s'est vu enlevé par ce certain Fred Moreau dans les ligues québécoises. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques dizaines. C'est des victoires que Fred Moreau méritait, messieurs. Oui, qu'il méritait, tout à fait. En fait, juste en officiel, Fred Moreau en 332 courses, 55 victoires et 166 top 5. Une course sur deux, il se retrouvait dans le top 5. Puis ça, c'est des statistiques, évidemment, qui sont juste sur les courses officielles de iRacing. On ne parle pas, évidemment, de toutes les courses qui ont été comptabilisées au coin de sa carrière dans les ligues québécoises. American Racing Association, ITZR, je peux toutes les nommer, mais je vais vous en épargner. Écoute, si Fred et Nicolas Moreau sont dans une équipe de stockers virtuels, attachez vos trucs avec de la broche, les configurations vont être sur la King Koch. Ça risque d'être difficile à battre. Mais
là-dessus, JF, écoute, moi, j'ai très hâte à vendredi. On a un championnat sur 15 courses, 10 épreuves en saison régulière, dont un circuit routier, 5 épreuves en séries éliminatoires. Tu parlais un peu des forces en présence. Moi, j'ai quelques sleepers à travers tout ça. Je pense à un Félix Gratton, un jeune qui fait bouger de l'air depuis 2 ou 3 saisons, qui pourrait tirer son épingle du jeu. T'as-tu un coup de cœur, toi, qui pourrait, à tes yeux, avoir une chance à ce championnat-là? Sérieusement, là, je ne veux pas faire du favoritisme et tout, mais un qui m'impressionne beaucoup depuis la dernière année, là, puis il est dans mon équipe, là, mais Frédéric Ladouceur, sérieusement, peut-être de garder un œil dessus. Parce que le petit Fred, il est parti comme une flèche depuis un an. Là. Il est dominant. Il a fait, je pense, c'est 7, 8 ou 9 top 4. Puis c'est quasiment consécutif dans la dernière saison. Fini vice-champion. Il est dû pour un titre déjà qui est en sport compact, course pour de vrai à ICAR. 2 victoires cette année. Il est à 2 points, je pense, du championnat. Il met une rigueur au travail qui pourrait vraiment démarquer. Gratton, faut pas le négliger. Gratton, c'est un virtuose. S'il est bien coaché cet hiver, cet automne, puis il est bien entouré, là, ça, j'ai pas de doute. S'il garde le focus, puis comme que je le connais pour l'avoir eu dans mon équipe, s'il garde le focus, puis il reste concentré sur qu'est-ce qu'il y a, il y a une mission à faire, puis il reste vraiment concentré de A à Z, il peut tout tasser. Ça, c'est sûr. Mais il va falloir qu'il se frotte à Moreau, puis ça, c'est sûr que Moreau ne l'en laissera pas. Bergeron, il n'est pas négligé non plus. Il y a J.R. Morin, qui, moi, à mes yeux, est un des meilleurs sim racers d'Oval au Québec, qui est dans la trempe des Claude Ferland, des Manix Richer, puis vous connaissez déjà les gars, vous savez qui je veux dire. Donc, il y a de la belle. Dans le top 10, il y a une bonne compétition. Alex Guillon aussi, que le monde ne connaisse pas, le monde ne connaisse pas, excusez. Qui est dans mon équipe, dans le fond, mais qui est plus ou moins connu, qui a fait son apparition l'année passée, mais qui se démarque beaucoup, que lui, en aval, il se débrouille très bien, mais à surveiller de très près en routier, parce que Alex, il possède des qualités de road. Il est né à 5 minutes du Mans, c'est un Français. Il a le road dans le sang, le circuit routier, ça lui coule dans le sang, puis ça apparaît à ses performances. Je le vois aller parce qu'il est dans la division routier de la Voie Motorsport aussi, puis il est directeur du road de la Voie Motorsport. Puis écoute, il est sa coche. Mais à part de ça, il y a le field en tant que tel, on a équilibré beaucoup au point de vue des licences. Fait qu'on sait déjà qu'on n'aura pas un gars que ça fait juste 2 semaines qui course puis qui embarque puis qui va faire la boule de bowling. La plupart, ils ont toutes des courses dans le corps en masse en official. Ça devrait nous donner un bon field aussi. Fait que le coup de cœur, il est dur. C'est sûr que j'ai un petit peu de favoritisme pour les gars de mon équipe, mais pour certains de mon équipe, mais comme je disais, la douceur, il risque de peut-être impressionner beaucoup de monde en bout de ligne. Écoute, Jeff, moi, ce que j'adore dans tout ce que tu nous avances, puis ce que tu nous présentes ce soir, c'est que ça fait des années que la communauté québécoise de circuit ovale particulièrement, là, je remonte écoute, avant Blast Racing, on parlait des ligues sur Arca, qui incluaient, tu as mentionné des Claude Ferland, tu as mentionné, il y a des Georges Savard, il y a des noms là-dedans, des Yvan Hébert, ça course depuis les débuts des années 2000. Mais là, on sent un peu qu'il y a du nouveau sang. Il y a une nouvelle génération qui se présente. Et cette nouvelle génération-là, pour avoir coursé, là, je vais dire, 5-6 années de façon beaucoup plus sérieuse au Québec, elle prend de la place et je vais vous dire une chose, ils sont rapides, ils sont talentueux et c'est là que j'ai hâte de voir comment qu'un Fred Moreau va s'en tirer, puisque sans le vouloir, Fred, c'est un gars qui il sait sa place, c'est un gars qui a le talent, c'est un gars hyper compétitif. Je pense pas que Fred Moreau se rende dans une course pour terminer deuxième, mais là, le défi va être et la pression va être sur ses épaules et j'ai hâte de voir comment il va répondre. Je vais lancer le rendez-vous. C'est ce vendredi sur le circuit de Daytona International Speedway. Donc, vendredi 21h sur les ondes de SFTV, le début de la saison du côté de la série LM Production, donc la série Cup, NASCAR Cup, Autodrome Chaudière, Vallée-Jonction.
Donc, on lance le rendez-vous. Et Jean-François, pour terminer, Oui. il y a une belle petite promotion qui est en cours en ce moment. Il y a un pool de cette ça, série-là oui. qui est lancé. Pourrais-tu nous en glisser un mot? Ça vient juste de tout à fait être lancé il y a à peine quelques minutes. Oui, c'est ça, on a organisé un pool de NASCAR, dans le fond, avec une draft de, je pense, c'est 5 ou 6 rondes. Pareil comme les pools typiques de NASCAR qu'on peut retrouver, l'ancien pool de NASCAR Québec, un petit peu dans le même style. Écoutez, le monde, ça coûte 5$. C'est ouvert à tout le monde. Les inscriptions ils durent jusqu'au 11 septembre. Dans le fond, la première course est un peu comme une course de Joker. Tout le monde, on va l'annoncer, puis on va essayer de recruter le plus possible de monde. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite d'inscription. Puis on remet toutes la bourse, les frais de 5$, c'est remis en termes de prix. Visitez la page de la Bois Motorsport. Tous les détails sont là. Puis aussi, j'invite le monde aussi, les Sim Racers, à venir dans le groupe de LM Productions si vous voulez justement vous joindre à des événements futurs de NASCAR parce que veut pas, on est en train de songer à peut-être ouvrir une deuxième saison en parallèle qui serait juste pas comme la série de Autodrome Chaudière Vallée Jonction, mais la celle une selle plus typique que le monde peut aller courser pour funny, sans avoir de chase et de pression pour les points ou ces choses-là. Ben, c'est un rendez-vous. Je pense qu'on a vraiment une belle saison devant nous. Merci beaucoup, Jean-François. Je te confirme que je pense que l'équipe au complet de SFTV, je pense que Luc qui ne l'a pas confirmé encore, mais je sais que moi, Pierre-Luc et Olivier, on va prendre part à ce pool-là et nous connaissant, étant, je vais dire, un petit peu compétitifs les uns vers les autres, je pense qu'on va avoir bien du plaisir à suivre tout ça, à suivre la saison Il également. va y avoir toutes les statistiques aussi. Là, les tableaux, tous vont être publiés avec les statistiques de chaque pool, chaque pilote. Donc, le client, le pooler va triper, il va avoir vraiment les données, puis il va pouvoir s'amuser au travers de la saison avec nous autres en une belle interaction, autrement dit. Je vous annonce d'ores et déjà que pour ma part, ce sera un coucher laissé passer. Je ne raiserai pas sur le pool. Alors, messieurs, je vais vous souhaiter tout simplement bonne chance en espérant que le meilleur gagne. Oh mon dieu, et ça se peut que ça signe la fin de la SFTV malheureusement, ce genre de chicane-là. Mais ça, on va s'arranger pour pas que ça arrive. Donc, en fait, c'est intéressant de voir qu'on pousse donc le sim racing d'une certaine façon à un autre niveau, donc vraiment d'emmener carrément un autre produit finalement pour ceux qui peuvent pas vraiment participer mais qui veulent quand même s'impliquer. Vraiment une initiative que j'applaudis, honnêtement, Jeff. Donc, merci beaucoup. C'est beaucoup de travail, mais merci beaucoup. On l'apprécie quand on a des petites tapes dans le dos, puis quand que le monde partage, ou des fois je reçois des messages, puis que les gars qui trippent, puis qu'ils sont contents. Fait que moi, ça m'encourage à continuer à avoir du fun. Merci beaucoup. Voulez-vous vraiment une portion têteux? Ouf, ça commence. Bon, et je vais te dire tout simplement, JF, tu fais de l'excellent travail depuis les 2 dernières années quand que avant, malheureusement, qu'il y ait le scindage là, entre toi et Sly, tu sais, quand même, depuis le début, là, c'est vraiment intéressant de voir l'implication que tu fais sur Oval. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert là-dedans. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, mais il va convenir là-dessus. Mais honnêtement, c'est vraiment plaisant d'avoir quelqu'un qui a un créneau à lui seul, puis qui est en mesure vraiment de le pousser à fond, puis de surtout bien l'établir, bien l'amener, puis surtout bien le faire progresser, parce que c'est facile d'établir quelque chose, mais de le faire progresser, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Alors à ce niveau-là, je pense que je peux te dire, je pense que toute l'équipe aussi va être d'accord avec moi. Félicitations. C'est gentil, merci. Au nom de toute l'équipe de LM Productions, merci beaucoup. Merci à toi. Et d'ailleurs, comme on disait en début d'émission, si tu veux rester avec nous justement pour la fin, on t'invite évidemment. Et d'ailleurs, ça va peut-être plus intéresser cette partie-là parce qu'on va parler. Au début de Formule 1, je pense que ça va moins t'intéresser un petit peu, mais on va parler de NASCAR pour terminer l'épisode. Donc, je pense que tu vas pouvoir dire quelques mots là, plus qu'au début de l'épisode. Il n'y a pas de problème. N'hésite pas à interrompre n'importe quand. Parfait. Hey, Luc! Non. Pas game. Qu'est-ce que tu veux, JF? J'ai perdu votre voix. Ah, d'accord. Donc voilà, on va maintenant aller donc on va y aller côté Formule 1 assez rapidement parce que pour vrai, à part copier-coller.
C'est pas le copier-coller Copier-coller, c'est Ouais. ça. Mercedes 1-2. OK, on passe au prochain sujet. Non, non, attends un peu. Bon, il y Non, a non. quelque chose quand même à discuter. Là. Moi, je vais amener un point très important. Ferrari. Moi, je tiens tout simplement à vous ramener le dépassement de Kimi Raikkonen sur Sébastien Vettel. Oh! Moi, ce que j'ai aimé le plus, non pas parce que c'est vraiment triste à voir, mais le meilleur dans ce dépassement entre club école et écurie principale, la Scuderia, il a fallu se détourner chez McLaren lorsque la télédiffusion internationale s'est concentrée sur Carlos Sainz, et je vais vous imiter exactement ce que Carlos Sainz fait, et je mets ma casquette. Carlos Sainz a littéralement fait ça. C'est vrai, le pire, je l'ai vu. Il s'est relevé, il le regardait en direction de la caméra, et il savait très bien qu'il venait de faire une belle connerie parce qu'il n'avait pas le réflexe de dire « D'habitude, je suis en course, et là, je ne l'étais pas. » Et justement, pour faire je vais te laisser la parole après, Pierre-Luc, mais justement, juste pour rappeler à ceux à la maison qui aura plus ou moins regardé la course, Carlos Sainz n'a pas pu prendre le départ. Donc, ceci explique cela. Pierre-Luc, c'est à toi. Ben, je vais juste vous faire une légère mise en situation. Mettez-vous à la place de tous ceux qui sont derrière Ferrari actuellement, ben, y compris Binotto. Là. Quand la voiture ne fait pas le top 5 chez Ferrari, c'est le désastre total. Là, ils ne font pas le top 10, c'est la catastrophe. Ils se font dépasser par une voiture cliente. Aïe, aïe, aïe! Sérieusement, là, le QG de Ferrari devait être en feu en fin de semaine. Le feu était pris là, c'est sûr et certain, parce que je pense pas que ce genre d'incident-là, on va devoir revoir ça cette année, là, parce que, pour être bien franc, là, Je vais pas te faire ça de va peine. pas bien chez Ferrari. Là. On va revoir ça d'ici la fin de l'année. Et C'est vrai, on va à Monza. Et voilà! ce que 365 jours peuvent faire. L'an dernier, à pareille date, Charles Leclerc remporte successivement les Grands Prix de Spa et de Monza. Je pense pas qu'à Monza, Charles Leclerc va être un candidat, même si à mes yeux, Charles Leclerc, au début de la saison, a sorti 2 performances complètement hors du chapeau avec une voiture qui n'était pas due pour un podium. On se le cache Un chaudron, on fait ça, c'est un chaudron. Appelons, Il est bossé. Même une casserole italienne fait un meilleur job que ça. Fait que ça vous donne une idée. Je veux dire, je ferais même pas cuire mes pâtes dans le moteur de Ferrari en ce moment. Je prendrais à Tefal. Mais, tu sais, messieurs, Ce segment commencé par l'Avatsa. Non, c'est pas vrai. on parle de Monza. Faut pas oublier non plus que non seulement on va à Monza, mais après ça, on s'en va où? On s'en va sur la terre natale des Ferrari, au Mugello. S'il faut que les 2 Ferrari se fassent prendre un tour, et je dis s'il faut, je vais le prédire, je suis pas mal sûr que les 2 Ferrari vont se faire prendre un tour par It's Lights Out and Away We Go, Lewis Hamilton wins the 2 Grand tours à Prix. Monza? Oui. Pourquoi pas? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de tifosi. Je Ils sont pense pas que si je me mets à la place de Binotto Ils sont actuellement, là, je m'en vais au QG de la FIA et je vais supplier à Jean Atta et à Ross Brown de faire de quoi pour cette fin de semaine-là parce que ça va mal aller de A à Z, c'est sûr et certain. Ça va être l'hécatombe chez Ferrari. À la maison en plus. L'attente qu'on a signée pour le moteur, on vous multiplie ça par 2 l'amende qu'on a payée pour vous laisser courser seulement une course avec le moteur. Une S'il course! vous plaît. Pronto Giovanni. Sbinalla. Ça risque de ressembler à ça pour vrai. Mais sérieusement, ça fait vraiment pitié chez Ferrari. Je veux dire, je veux bien croire qu'on est conscient, il va falloir attendre en 2022, mais 2022, imaginez-vous, là, si on réussit à faire un calendrier normal, c'est au total encore 30 épreuves ou presque de la sorte que la Scuderia va devoir endurer. C'est complètement tiré par les cheveux. Luc, je t'arrête tout de suite. Ce qui est le pire dans tout ça, ça fait... Je ne rentrerai pas dans le nombre d'années, vous le savez à quel point j'aime ça me tromper des années. Des décennies que Ferrari ont des budgets, ont des primes, ont tout ce qu'ils veulent de la FIA. L'an prochain, c'est 145 millions pour la saison. Est-ce que Ferrari va être capable de s'adapter et de ne pas être l'écurie dépensière qu'elle a toujours été? Même si cette année, ça va, bien honnêtement, en direction du fond de la grille, c'est un dur coup pour cette écurie-là. Même Mercedes, l'an prochain, je pense qu'ils vont frapper un mur. Là. Le 200 de staff qu'ils ont de plus que tout le monde, il va falloir qu'ils fassent de quoi avec. Mais
pour Ferrari spécifiquement, On pourra le s'ils passer à attendent à Williams. 2022, je pense pas qu'en 2022, ils vont être relevés de cette situation-là. Non, mais par contre, au moins du côté de ces écuries-là, qui sont des écuries Works, on est capable quand même d'envoyer une partie de ce staff-là vers le moteur, qui lui va être moins contraignant à ce niveau-là. On parle quand même de deux divisions différentes, on peut s'en sortir. Et là, je vais faire un petit, on va dire en bon québécois, un petit segue vers un autre écurie Works, justement, Renault, qui, en fin de semaine, wow! Wow! Sincèrement, Renault, ils ont trouvé quelque chose pour faire fonctionner ce putain de moteur qui ne fonctionnait pas depuis une décennie. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'on a fait en France et en Grande-Bretagne également pour faire fonctionner le moteur. On a réussi à le développer de brillante façon. Et moi, messieurs, c'est drôle, hein? Pas beaucoup de traînées, moteur très performant ou très efficace. Est-ce qu'on va pouvoir, et là j'exagère peut-être, est-ce qu'on va pouvoir revoir une Renault sur un podium depuis 2012? Je pose la question. C'est très possible. C'est très, très possible parce que si vous regardez la fin de la course, Ricardo a terminé à 3 secondes de Verstappen. Il pour remontait le à chaque podium. tour. Et le remontant, on lui donnait 3 tours, c'était terminé. Il passait Verstappen dans la ligne droite, dans la grande ligne droite, c'était pratiquement sûr et certain, là, à moins d'un malheur. C'est en fait là, depuis le début de la saison qu'on spécule que le moteur Renault est vraiment fort et qu'on ne l'avait pas exploité à 100% à bon escient. Puis à Spa, ben, ils nous ont montré littéralement que le moteur Renault, c'est un très très bon moteur. Mieux que celui-là de Ferrari en tout cas. Tu sais, c'est pas compliqué. Ferrari fait ça. Renault fait. Ça marche pas. Renault fait ça. Ferrari fait de l'autre bord. Là, je suis pas capable de plier les On bras. comprend le Ouais, principe. on Luc. recule. On recule du côté de Ferrari, puis chez Renault, On recule, c'est ça. c'est un virage 360 degrés Ouais, qui s'est déroulé. Là. Et ça, Mais c'est lié. on parlait de Carlos Sainz, Daniel Ricciardo aussi également. Je m'excuse, messieurs, mais tu t'en vas chez McLaren, puis tu C'est vois que moins Renault est en pire. train de monter. C'est beaucoup moins pire, en effet. Ouais. Parce qu'on s'en C'est va un quand même petit avec un moteur Mercedes, donc on s'entend que le moteur Mercedes va rester quand même aussi puissant l'année prochaine. Ça, c'est un détail. Par contre, parlant de moteur Mercedes, Renault qui abandonne on en parlait la semaine dernière, mais qui abandonne son Protect contre Racing Point. Est-ce qu'on a quelques liens qui se tissent présentement entre les deux, avec l'heure que je vois Racing Point, on a une fin de semaine plutôt moyenne à Spa. Non, mais Renault a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune copie qui sera possible à compter de l'an prochain. Puis je pense que Renault, c'est ce qu'il voulait surtout, là, c'est d'éviter de se faire jouer le coup 2 années de suite. Là, ils sont assurés de ne pas se le faire jouer l'an prochain. Je pense plus que c'est une question de ça qu'une question nécessairement que Racing Point a connu plus, mettons, les 2 dernières fins de semaine n'ont peut-être pas été ce qu'elles auraient dû les 2 dernières fins de semaine de course. Je parlais surtout de Renault qui monte justement plus haut qui présentement, on va dire, C'est ça, mais c'est comment dire, exactement, je pense. punch above the weight, donc vraiment être capable d'aller plus fort. C'est ça, moi je pense que c'est pas vraiment une question que Racing Point est en train de descendre par rapport à Renault. Je pense plus que Renault a eu la conviction et la confirmation de la part de la FIA qu'à compter de l'an prochain. Mais des copies, il n'y en aura plus. Je Même pense si c'est le fun que, des tonnes de copies. Luc, du côté de Racing Point, ce qui fait mal, et c'était prévisible, il fallait le voir arriver, c'est, je vais appeler ça le phénomène Brown GP. Une voiture très performante en début de saison, qui provenait, bon, un certain pourcentage de la voiture Mercedes de l'année dernière, de façon Certain. légale pour une bonne partie, de façon illégale pour une autre, ce que la FIA a jugé. Mais maintenant, évoluer cette voiture-là au fil d'une saison, c'est là que je m'attendais à ce que Racing Point fasse ça ne sera pas une Mercedes rose tout au long de l'année. Ils vont devoir évoluer et suivre les tendances du temps, ce que Red Bull font avec Verstappen, qui, à mes yeux, est le best of the rest. Il est dans une classe à part. Il largue encore une fois son collègue, le pauvre Albon, qui. On a l'impression qu'Albon a l'air d'un touriste dans cette Red Bull-là, même si on sait le potentiel de la voiture. Le reste du peloton ne suit pas. Même si à Spa, on a passé près du côté de Renault, je vais leur donner crédit sur les pneus durs, le long relais a été à leur faveur. Mais en termes de raw pace, la Red Bull est encore un peu plus performante. Pour Racing Point, ça va être de réussir à trouver une façon d'améliorer cette voiture-là quand ce n'est pas eux à la base, ou du moins qu'ils ont inspiré beaucoup de leur conception sur un produit qui a été développé l'an dernier.
Je vais juste mentionner quelque chose, par exemple, pour compléter. Mais si on met à l'écart Daniel Ricciardo, qui était vraiment proche du podium, derrière, à peu près une vingtaine de secondes, il y avait son coéquipier Esteban Ocon. Oui, on mentionne que c'est une semi-échec, le Racing Point, mais je tiens juste à vous mentionner que entre la 5e et la 10e position, il n'y avait que 13 secondes qui les séparaient sur le plus long circuit de la saison. Et un des plus longs relais sur les pneus durs, autre ce qu'on avait à Silverstone. Oui, tout à fait. Fait qu'il faut faire attention un peu à ce niveau-là. Racing Point, oui, ils ont terminé, on pourrait dire, très loin versus les attentes qu'on avait. Cependant, ils n'étaient pas tant loin que ça de la 5e position. 13 secondes sur un circuit d'une minute 40, là. Ben, 1 minute 45, 46, là, si je ne me trompe pas. Là. Non. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non, en effet. Donc, c'est là-dessus Mais- qu'on va. Oui, Luc, en conclusion. Mais je termine en disant qu'il y a eu une mauvaise stratégie de Racing Point. Là, on l'a vu avec Sergio Perez. On aurait peut-être dû tirer un petit peu plus le relais avec les pneus tendres pour l'intro. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, belle conclusion là-dessus. Donc, évidemment, prochain Grand Prix cette fin de semaine. Donc, à Monza, on vous invite à regarder. On sait où aller regarder. On n'a pas besoin de vous le mentionner. Donc, voilà. En fin de semaine, qualification de course, samedi et dimanche comme d'habitude. Donc, traditionnel crémeux qui se continue du côté de ce championnat du monde. Championnat européen de Formule 1, disons-le comme ça cette année. Et en terminant, eh bien, je veux qu'on parle un peu de NASCAR. Malheureusement, pour Raphaël Lessard, eh bien, on n'a pas fait donc, les éliminatoires, mais j'aime où on s'en va de son côté. Début de saison très difficile, où on avait de la difficulté à avoir des résultats dans le top 10, sauf au circuit préféré de Pierre-Luc, c'est-à-dire Homestead, où on a fini 11e, et à Kansas. Par contre, depuis Kansas, justement, 11e, 7e, 3e, une belle chance à Dover et une belle 6e place du côté de Gateway. Les choses semblent enfin se placer du côté de Raphaël Lessard c'est en Gander RV and Outdoors Truck Series. Vous vous rappelez, si je ne me trompe pas, il a débuté l'année dernière. Puis on disait justement qu'il y avait un début quand même lent avec une écurie qui a tous les outils nécessaires pour remporter une course. Puis on est en ascension depuis l'année dernière. C'est aussi simple que ça. L'ascension fut lente, mais là, on est rendu à un niveau où on compétitionne pour le top 10, parfois le top 5. On connaît de très bonnes courses, puis c'est constant. Donc, j'aime vraiment ce que je vois de Raphaël Lessard actuellement. Puis il connaît pas les pistes. Pardon? Puis il connaît pas les pistes. En plus, il y a quelques pistes qu'il ne connaît pas du tout. Là. Donc, pas de pratique, pas de qualif, il embarque sa track. C'est assez impressionnant ce qu'il fait. C'est là. très impressionnant. Ça me rappelle mes débuts sur iRacing. Ah, Eric oui. va comprendre. Oui, pas pendant tes débuts. Pierre-Luc Dallaire avait une réputation qui ne maintient plus, malheureusement, vu le peu de participation sur lequel on le voit, même si on aimerait ça le voir plus souvent. Il avait la réputation de dire 5 minutes avant le début d'une course, je vais aller faire une course de camionnette à Las Vegas. Fini 3e, pas de pratique. Plaisant? Wow! Oh. Mais bref, pour revenir sur Raphaël Lessard, vraiment, là, chapeau dans son cas. C'est facile à dire, il y a les outils pour gagner des courses, il est avec l'écurie de Kyle Busch. Oui, puis non, parce que Ça personne prend lui donne la pilote. chance. C'est ça. Mais si on lui donnerait la chance de pratiquer comme tout le monde, Raphaël serait tout le temps top 5, top 10. Exact, Tout le temps exactement. depuis le début. Là. C'est juste Je vais une jouer, question messieurs. qu'il n'a pas la chance de. Il n'a pas la chance d'avoir comme les autres ont eu dans le passé, d'avoir ces belles pratiques-là. Je vais jouer, messieurs, un jeu de comparaison. Eric Jones, champion des camionnettes avec Kyle Busch Motorsports en 2015, il a 25 ans. Christopher Bell, champion de camionnettes avec Kyle Busch Motorsports en 2017, il a 24 ans. Raphaël Lessard en a 19. Il y a encore du temps. Et voilà. Puis les deux Ouais. n'ont pas gagné le championnat la première saison pleine à temps plein non plus. Là. Ça, malheureusement, je n'ai pas l'information sous mes yeux, mais non, définitivement, il y a eu une progression. Christopher Bell, ça a gagné le championnat d'Xfinity par la suite. Les deux sont maintenant. Jones a un volant quasiment garanti en Cup. Bell est encore dans une voiture de deuxième ordre. Mais on s'entend que c'est des jeunes qui vont être les futures vedettes de ce sport-là. Et ils ont passé par la même écurie dans laquelle Raphaël est. Je pense qu'il faut lui donner une certaine marge de manœuvre. Il faut être patient dans son dossier. Les résultats commencent à rentrer. C'est de bonne guerre. Il faut que ça continue ainsi. Faut que Canac. Faut vraiment, on se croise les doigts, il faut vraiment que Canac continue l'aventure avec lui, parce que si Canac revient l'année prochaine, puis qu'on n'a plus les situations du COVID,
des pratiques interdites, puis ci, puis ça, qu'ils peuvent pas faire. Écoutez, Raphaël il va épater à la galerie, puis il pourrait être facilement comme un prétendant au championnat, là. Moi, Fait que, je peux te dire que croisez les Jeff, doigts. je pense pas que Canac va être dans le trouble l'an prochain, surtout que, bon, ouais, à cause de la COVID, tout le monde s'est concentré plus à la maison. Et qui dit concentré à la maison, dit dépenses Ah sur le oui, terrain, dépenses oui, sur oui, l'auto. j'en suis témoin. Même j'ai des informations j'ai des personnes qui me laissent savoir que autant au niveau de l'aspect autant que chez Canac, là, dans les différentes divisions de chez Canac, je peux te garantir que on fournit, mais disons que il y a une grosse demande qu'on a vue au cours de la dernière année. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas inquiet pour Canac et l'essor l'an prochain. Ça serait parfait, ça serait merveilleux. En effet, et justement de voir que on va poursuivre l'année prochaine, d'après moi, on va poursuivre du côté de l'essor. Justement, on voit la progression qui est très intéressante. L'an prochain, on va connaître les pistes, justement. On va connaître l'environnement du NASCAR. Oui, on a fait un peu. C'est de l'ARCA, je pense qu'on a fait du côté de l'essor, je te dis pas de bêtises. Ou du... Quelques tests en ARCA, mais il a connu ses succès en Cars. C'est là qu'il a gagné son championnat. Ah, En Carlet Models, je me souviens. C'est ça, 2016, si ma mémoire est bonne. Encore une fois, les années, messieurs, vous me connaissez. C'est pas ma force. L'essor, c'est 2016-2017 en Super Late Model. Ouais. Donc, Ok. je n'étais pas si loin que ça. Là où ce que j'adore ça, messieurs, c'est que au Québec, on se connaît. On est fan de sport automobile. Mais qu'est-ce que ça nous prend au Québec pour aimer le sport automobile? Ça nous prend des Québécois dans le sport. Lorsqu'on avait notre génération à nous, je parle à Pierre-Luc, Luc, Olivier, moi-même, on a vu les Tagliani, les Carpentier, on a grandi avec Jacques Villeneuve en Formule 1. On était fans, on mangeait de ce sport-là. On écoutait les courses de kart, on écoutait la Formule 1. On a 2 jeunes Canadiens en Formule 1. Bon, on va dire que Latifi a des performances plus difficiles, mais ça nous amène un intérêt vers le sport. Avec l'essor, et on va parler d'Alex Labbé dans quelques instants aussi, je pense que l'effervescence du sport au Québec fait en sorte que, justement, on parlait de Canac, on parlait d'autres partenaires, ne serait que gagnant de se joindre à cette vague-là, parce qu'avec des jeunes dans le sport, c'est comme ça qu'on attire le public à venir voir le spectacle. Olivier et moi, on a eu la chance d'aller voir ces pilotes-là, Labbé et Lessard, courser au Grand Prix de Trois-Rivières. Lorsqu'on a la chance de les voir courser sur place dans notre patrie, ben, je peux vous dire une chose, que ça rend leurs exploits aux États-Unis dans les grandes séries internationales d'autant plus impressionnants et intéressants et motivants à suivre. Exact. Tout à fait. Donc, c'est ce qui est intéressant, justement. En fait, c'était une première expérience, je vais vous avouer, en personne. Et c'était impressionnant, vraiment, d'aller voir ces voitures-là. On les voyait très près, on passait directement à côté. C'était fantastique. Donc, c'est sûr que si vous n'y avez jamais été voir une course, évidemment, je vous invite très fortement, même à l'autodrome local. Ça vaut la peine? Autodrome Chaudière, oui, Oui, exactement. entre autres. Mais oui, comme c'est commanditaire, l'autodrome Chaudière, allez-y, ça vaut la peine. Dès que la pandémie va être finie, là, je vous encourage fortement. Dès samedi, il y a des courses à l'autodrome Chaudière, ça recommence, mais il y a une limite de spectateurs, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, c'est comme ça partout dans les autres autodromes aussi de la province. Effectivement, oui, c'est un bon point. Pour y avoir été au Pinties l'an dernier avec l'essor qui avait gagné, justement. Là. Quel spectacle. Ouais, hein, c'est spectaculaire, l'autodrome Chaudière. Moi, mon commanditaire, j'ai pas le choix. C'est vrai. Mais là, moi, on parle beaucoup de l'essor depuis pratiquement 10 minutes, mais moi, il y a un autre pilote que je voulais parler avant que certains aient peut-être l'idée, malheureusement, mais Alex Labbé. Ah oui. Je trouve ça crève-cœur parce que d'un autre côté, bon, tout le monde est concentré sur l'essor quasiment au Québec en ce moment. On en a que pour Raphaël, c'est normal, il est jeune, il a un beau potentiel. Mais il y a un autre pilote dans les voitures de tourisme américaines, parce que je déteste dire le terme stock car, je m'excuse, moi, les termes anglicisés et qu'on n'est pas capable de franciser, j'ai l'urticaire qui me pousse. Mais pour tout ce qui est voiture tourisme américaine, ce qui est dommage, c'est de voir Labbé qui, tu sais, on ne se le cachera pas, n'est pas dans une même écurie que Raphaël Lessard et qu'il démontre encore une fois que même si dans une écurie, et je vais être généreux, milieu de peloton, il est encore en mesure d'aller se tricoter des points, d'aller se tricoter des top 5, pas des top 5, mais des top 10 un peu partout à travers le championnat de la Xfinity. Sincèrement, va falloir que quelqu'un lui donne vraiment une bonne chance pour qu'il prouve
qui est réellement en mesure, qui est digne d'un pilote du top 15, puis même, je vais dire, du top 10 dans Xfinity, parce que, tu sais, on s'entend, là, on place pas mal les 10 premiers pilotes de la série Xfinity dans la voiture qu'il conduit, là. Pas convaincu que ces pilotes-là sont dans le top 10, ou du moins sont dans le top 5, ça, c'est sûr et certain. C'est clair que pour l'abbé, tu sais, là, qu'est-ce qui. Tu sais, l'abbé, il est moins chanceux que l'essor à ce niveau-là pour l'écurie, mais c'est une bonne écurie quand même parce qu'il travaille vraiment avec le peu de moyens puis ils réussissent Ouais. à amener une voiture compétitive. Puis l'abbé, ben, on le sait, le talent, il est là. Ben, si là, ce qui est chanceux, ce qui est plate un peu pour l'abbé, c'est de vivre un peu au compte-goutte. Parce que là, c'est. Tu sais, Fast Drag le soutient beaucoup, puis tout. Puis il y a des commanditaires qui viennent Brousseau, quelques-uns à la rue qui le supportent beaucoup. Mais il faudrait que, tu sais, je pense qu'il aimerait ça avoir une saison, vraiment se concentrer, faire une saison sans se casser la tête, à savoir s'il course dans 2 semaines, 3 semaines. Peut-être que. Peut-être que tout, ça aiderait peut-être de nouveaux préparations. On le voit déjà que, tu sais, moi, je trouve qu'il fait un petit job assez intense, mais c'est sûr qu'on parle plus de Raphaël, mais l'abbé, ça dépend. On est capable quand même, je veux dire, on a quand même gros des communiqués, on peut avoir plus de. On a quand même d'informations qui suivent, là. Mais mon point, c'est plus au niveau de la performance, Jeff. Tu sais, Ouais. tout le monde, à chaque fois que le sort fait un top 10, tout le monde est. Tu vois la comparaison entre les deux et tu vois tout le temps qu'il y en a un petit peu plus pour l'essor que pour l'abbé. Puis, je veux dire, à un moment donné, je comprends très bien que son écurie fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, mais le point revient que les moyens dont l'essor dispose et les moyens dont l'abbé dispose ouais. ne sont pas du tout comparables et c'est dommage. Ça revient à mon point de départ que mettez l'abbé dans une écurie top 10, top 10 en Xfinity, puis il va finir top 10 régulièrement. C'est ça que je trouve ça plate. Ça, Et c'est Luc, sûr. je dois blâmer un petit peu, et là, c'est mon opinion personnelle, je dois blâmer un peu NASCAR là-dessus, puisque côté Xfinity, j'ai pas l'impression que cette série-là sert et représente ce qu'elle devrait être, qui est une série de développement. Je m'explique. Je pense à la Formule 2. La Formule 2, c'est une série spec. C'est une série où est-ce que les pilotes font la différence. Où est-ce que, certes, des écuries comme Carlin ont le soutien de Red Bull. On a des pilotes qui sont dans des filières d'écuries qui ont des meilleurs programmes de développement, etc. En Xfinity, en ce moment, cette saison, il y a 8 pilotes qui se séparent toutes les victoires dans la saison, dont un AJ Allmendinger qui, évidemment, fait des points en COP. On ne le comptera pas. J'ai 10 pilotes sur tout le field au complet qui ont des victoires de stage, des victoires de segment. J'ai comme l'impression que, malheureusement, cette série-là, elle est bonne pour les 7-8 premiers pilotes et le reste derrière, ben, arrangez-vous vos troubles pour avoir du temps d'antenne et avoir une façon de vous faire remarquer. C'est triste un peu et j'aimerais ça voir NASCAR brasser la soupe un petit peu. Ouais. Je pense qu'en camionnette, ça fait le travail puisque les pilotes sont relativement plus jeunes en moyenne. Mais en Xfinity, je pense qu'il y a un problème stagnant et j'ai hâte à la journée où est-ce que les Kyle Busch et les autres pilotes, je pense que cette année, ça a été le cas à cause de la COVID, là, mais restez en COP. Restez chez vous. C'est assez. On veut voir des jeunes, on veut voir des pilotes monter et évoluer. Les pilotes de la COP qu'ils Je restent suis chez d'accord eux. avec ça, moi aussi. Le NASCAR, Oui, et là, je vais en venir, je vais te donner la parole, Pierre-Luc, par la suite. Là où il peut y avoir. Ça peut se décider un peu la différence, justement, tu parlais des moyens disproportionnés, Luc. Du côté de l'essor, c'est pas compliqué. C'est plate à dire, mais on surfe un petit peu sous le nom de Kyle Busch. Et c'est pas de la même chose. C'est pas de la même chose, loin de là. vraiment Pas pas le contraire, malheureusement, mon point, c'est c'est pas que dénigrer l'essor non plus. Là. Non, mon point, je veux que ça par soit contre, clair. oui, non, j'avais compris, Luc, inquiète-toi pas, même, je vais juste renchérir. Mais le problème, c'est que les médias vont dire ah, Kyle Busch, lui, on va le suivre. Tandis qu'il y a l'abbé qui, dans son coin, se démène comme c'est pas possible pour faire ce qu'il peut, aller chercher des bons résultats malgré le fait que l'écurie n'a pas de moyens. Il sait pas s'il va courser la semaine prochaine. Il sait pas si la voiture va même se rendre à l'autre bout. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est une barouette une semaine sur deux. Comment est-ce qu'on veut réussir à faire de quoi? Après ça, Et Moi, voilà. moi avant que j'achète une autre bouteille d'eau, parce que ça dure trop longtemps. Là. Bon, on va Mais, terminer bien vite. Luc. Ce que je veux dire, c'est, tu sais, on parle d'options, là, puis tu sais, on dit que NASCAR a voulu s'internationaliser. Ils sont allés acquérir NASCAR il y a 13 ans pour transformer ça en NASCAR Canadian Tire. Bon, aujourd'hui, c'est rendu de la Penties.
On parle de renom. On parle que NASCAR veut faire développer le sport. Moi, j'aimerais ça voir une fois un gars qui est propriétaire d'écurie, qui est analyste à la NBC. Moi, personnellement, je me demande ce que ça prendrait. Tu vas cogner à Paul de Daytona Junior, tu vas regarder, on a un Canadien, il est bon, il a du talent, tu sais, il a une bonne gueule. Oui, 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 il est peut-être pas le meilleur anglophone sur la planète. Oh ouais, là-dessus, peut-être, je te donne le point. Mais il a du cœur, par exemple. Du cœur comme toi puis ton père ont couru en NASCAR. Tu sais, je veux dire, il n'y aurait pas un moyen de voir, tu sais, parce qu'on l'a vu à NBC ou encore, mettons, à Fox Sports, quand Fox a les droits de diffusion, tu vois, il commence à avoir l'intérêt autour d'Alex Labbé. Je me dis, pourquoi il n'y a pas peut-être moyen d'aller chercher de quoi, mettons, dans un junior qui mentionne à répétition quand on est dans les courses routières, qui n'arrête pas de se souvenir de son père qui courait, par exemple, lors des courses internationales qui a eu lieu les 2 éditions à Suzuka. Tu sais, essayer peut-être de gratter. Je sais que c'est facile à faire, mais. Tu viens de dire t'as dit un mot en début, Luc, et ça explique tout le problème. Canadien. Malheureusement, NASCAR est encore beaucoup trop concentré aux États-Unis. C'est un show de patriotisme de 4 heures avec des pubs. Essentiellement. C'est Daniel Suarez. Je veux dire un show de pub de 4 heures avec une course à travers. Non, avec un show patriotique à travers. C'est la même. Je suis un peu moins d'accord que de dire que c'est pas. Il y a une question de budget. Il faut que vraiment que tu arrives avec le commanditaire. Sérieusement. Exactement. C'est le gros du problème. Puis d'ailleurs, ça me permet de faire de revenir sur le point à Éric Godreau tantôt qui parlait des problèmes en lien avec la deuxième série, la Xfinity. Excusez, j'avais un blanc. On a essayé de régler ce problème-là il y a plusieurs années en disant aux pilotes de Cup qui voulaient aller courir en Xfinity, messieurs, si vous voulez aller courir en Xfinity, je suis bien désolé, mais vos points ne seront pas comptabilisés. Vous allez courir en Cup, puis c'est les jeunes derrière qui sont en apprentissage qui vont ramasser les points et qui vont participer au championnat. On a réglé une partie du problème, mais encore une fois, tu as des Kyle Busch de ce monde qui continuent quand même de rouler dans les 3 séries. Ça revient un peu à ce que tu disais, Jeff. Tu sais, Kyle Busch, il a le budget pour courir. C'est pas tous les pilotes qui ont la publicité pour pouvoir être poussés dans ces séries-là. Puis encore moins les écuries aussi, là, au bout de la ligne. Je pense que c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'en voit pas, qu'on peut pas en voir plus. J'ai 2 points, Pierre-Luc, là-dessus. Premièrement, je regarde le classement d'Xfinity au niveau des points de propriétaire au owner standing. Penske, Stewart Haas, JR Motorsports, Kaulig, Joe Gibbs. Voilà. Est-ce qu'on est surpris que ce soit des écuries de pointe qui ont les meilleures voitures? Absolument pas. C'est normal, l'argent vient de là. C'est là où est-ce qu'ils vont réinvestir pour développer des futurs talents. C'est le but de la série Xfinity. Maintenant, là où est-ce que j'ai un petit peu plus de misère, c'est que on parle de budget, mais je pense que d'une certaine façon, ce que DGM Racing avec Mario Gosselin réussissent à faire avec le peu de moyens qu'ils ont est quand même relativement remarquable. D'amener une voiture sur la grille qu'Alex Labbé est capable d'aller sortir 3 top 10 dans la saison, il y a quand même des points très positifs derrière ça qu'il ne faut pas dénigrer non plus. Mais oui, à mes yeux, de ce que je vois des dernières années et principalement même de cette année, je pense que NASCAR aurait moyen là, de brasser la soupe un petit peu dans cette série-là pour permettre à des nouveaux visages d'aller voir la lumière du jour et espérer percer parce qu'en ce moment, si vous n'êtes pas dans le gros système, vous êtes dans un statu quo qui est, à mes yeux, complètement toxique pour le sport. Vous allez plafonner, exactement. On va tout simplement plafonner. Mais tu sais, il ne faut pas en vouloir aussi aux grosses écuries de jouer la carte de je vais faire courir mon pilote en Xfinity, sachant que le lendemain, c'est les Cups qui vont rouler à la même place. Parce qu'ils vont se dire qu'au moins ce pilote-là va avoir 150 tours d'expérience de plus que bien d'autres sur la grille. Puis c'est ça qui est plate au bout de la ligne parce que ça prive des jeunes talents de pouvoir, pouvoir du moins en apprendre plus sur le NASCAR pour éventuellement peut-être courir en Cup. Oui, mais il y a un règlement. Les pilotes de Cup n'ont pas le droit de faire plus que genre 5 ou 6 courses dans une saison de Xfinity. Ben ça, je ne savais pas, par exemple. Ouais. Mais même ça, Jean-François, je pense que l'écosystème d'Xfinity, c'est pas juste l'idée d'avoir des pilotes qui se présentent, qui font pas de points, c'est tout le gros de la. Je
top Ah, 10 exact. est déjà dominé par des écuries qu'on sait d'avance qui Ouais, ouais, exactement. Ben, c'est ça, ça serait des écuries, toutes, ça serait pas des Joe Gibbs, tout ça, de ce monde. Ça serait plus des équipes équilibrées ou bien qui mettent un budget plafonné, comme qui vont faire un F1, je sais pas. Peut-être que ça aiderait un peu plus. Surtout pour une série de développement. Je pense que c'est là où est-ce Ouais, que. c'est ça. En COP, faites ce que vous voulez, mais en Xfinity, si on peut avoir un level playing field, avoir une table Ah, c'est sûr qu'il se solide, perd du talent. et voilà, que la fondation soit la même pour tout le monde, je pense que ça serait gagnant pour le sport et à mes yeux pour le spectacle. On en aurait pour notre argent et à mes yeux, j'aurais plus de fun avec les courses Xfinity que je l'ai en ce moment, ou est-ce que c'est le même top 10 quasiment toutes les soirs. Olivier, je pense qu'on peut lancer la conclusion de notre belle balado. Oui, en effet, ça fait plus d'une heure qu'on est en direct. Donc, voilà, on va compléter. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup, Jean-François Lavoie, d'avoir été présent avec nous. On apprécie beaucoup ta présence et bonne chance pour vendredi pour ta première course. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Merci au nom de LM Productions. Puis bienvenue à tous les auditeurs à partir de vendredi soir. Puis merci beaucoup. Oui, on souhaite d'avoir une belle saison. Et on va tout faire pour que ça soit ainsi. Merci beaucoup. Et on a hâte de voir ça. Donc, première épreuve ce vendredi. Même chose du côté de EGT4, donc Sprint. Donc, oui, on a les deux vont être en même temps, mais vous allez voir, ça ne s'épilera pas sur les kits du tout. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas Je pense que d'inquiétude à Luc avoir. veut placer Et un oui, mot, rapidement, Luc, parce que ça fait déjà 1h10 là. Byron a volé le chant du cygne à Jamie Johnson, puis ça, je le prends pas. Ok, on a complété juste pour ça. Non, Ok, mais sérieux, faut pas être cabochon d'y aller avec un full white de même, de la sorte. Hey, franchement, avec encore 10 à 15 tours de piste à faire, je suis désolé. Bon, je m'excuse. Austin Dillon l'a prouvé. Des pilotes de NASCAR, ça tuerait pour gagner à Daytona. Oh! Ah! Oh! J'ai Ok. plein d'autres exemples, mais. Il est temps de conclure, je confirme. partir. Donc, Bon, voilà. ferme la gueule. Si vous avez apprécié donc, cette balado, évidemment, on vous invite à aimer la page de SFTV, aimer tous nos médias sociaux, que ce soit ici sur Facebook ou sur YouTube. Même chose, nous rejoindre sur Spotify, Google Podcast également. Nous sommes présents. Et pour le reste, eh bien, on se retrouve tous vendredi pour les premières rondes des saisons respectives de la série NASCAR Cup Autodrome Chaudière Vallée Jonction ainsi que GT4 Sprint. D'ici là, portez-vous bien tout le monde et à la prochaine. Salut! Ciao!